Donc aujourd'hui, ça va être le dernier cours portant sur le contrôle des systèmes quantiques en exploitant l'interaction entre atomes très excités, entre atomes de Rydberg dans un milieu atomique. Je vous rappelle que dans les leçons précédentes, après avoir présenté les propriétés générales des atomes de Rydberg et décrit des expériences anciennes qui mettaient en évidence les propriétés exagérées de ces états, j'avais traité d'abord de l'interaction entre deux atomes maintenus à une distance fixe l'un de l'autre, et j'avais montré comment l'excitation d'un atome en bloquant celle de l'autre permettait de réaliser un contrôle quantique, de réaliser une porte quantique qui reliait donc les qubits associés aux deux atomes, et qu'on pouvait réaliser également de l'intrication, bien entendu, entre ces deux atomes. Ensuite, j'ai décrit une situation dans laquelle on avait un ensemble mésoscopique d'atomes et montré comment l'excitation d'un des atomes bloqué dans un rayon de blocage dépendant de l'amplitude de la force de l'interaction entre atomes et de l'intensité des lasers utilisés pour exciter le système, comment on bloquait l'excitation à un seul atome excité et comment ça pouvait conduire à la réalisation d'états collectifs dans lesquels l'excitation unique était partagée de façon symétrique par l'ensemble des atomes du milieu. Et on pouvait réaliser de cette façon des qubits collectifs dans lesquels le système était dans une superposition de deux états, ou bien tous les atomes dans l'état fondamental, ou bien cet état symétrique dans lequel un seul atome était excité. J'ai décrit des expériences qui montraient que cette excitation collective unique était couplée à l'état fondamental avec une efficacité en racine de n, où n est le nombre d'atomes du milieu. Enfin, j'ai décrit une expérience où, en excitant des atomes se trouvant dans un réseau optique, on pouvait réaliser des cristaux d'atomes de Rydberg, des configurations ordonnées d'atomes de Rydberg dans lesquelles il existait des corrélations à grande distance entre les atomes liées à ces interactions dipôle-dipôle. Ce que j'ai également montré dans la dernière leçon, c'est que lorsqu'on imprimait dans le milieu une excitation atomique collective, il était possible de la transférer à un champ électromagnétique dans les deux sens, c'est-à-dire de réécrire cette excitation atomique collective sur un champ à l'aide d'un champ d'écriture qui, passant sur le milieu, générait donc le champ optique qui emportait l'information sur l'état atomique initial, et qu'on pouvait, à l'aide d'un champ de lecture, réécrire ensuite sur un deuxième ensemble, par exemple, l'information qui avait été transportée donc d'un ensemble à l'autre. Et j'ai décrit ce phénomène en disant que ça faisait intervenir un passage adiabatique rapide qui transformait l'état atomique sur l'état du champ, et que cette transformation adiabatique était liée de façon étroite à un phénomène important en optique non linéaire qu'on appelle la transparence induite électromagnétiquement. Alors, comme c'est un nom très long, je le remplacerai dans tout ce cours, transparence induite électromagnétiquement, par les initiales TIE, et c'est donc la traduction en français de Electromagnetically Induced Transparency, qui, donc, dans les publications anglaises, est résumée par les trois lettres EIT. Et donc, ce phénomène joue un rôle important actuellement dans la physique des atomes de Rydberg, et en fait, il y a un grand nombre d'expériences maintenant qui essayent d'exploiter de façon combinée la transparence électromagnétiquement induite et le blocage Rydberg, de façon à réaliser des systèmes très non linéaires où, tels que la propagation d'un photon empêche ou contrôle la propagation d'un second photon dans le même milieu. Et on réalise ainsi un des rêves de l'optique non linéaire qui a été très difficile à réaliser, qui était de coupler des photons entre eux. Vous savez que dans le vide, les photons n'interagissent pas entre eux, mais lorsqu'on fait propager deux faisceaux dans un milieu non linéaire, on a des effets d'interaction d'un faisceau sur l'autre, mais en général, pendant très longtemps, ces effets n'ont été observables qu'avec des intensités lumineuses importantes, parce qu'ils font appel à des non-linéarités dans le milieu. Et donc, le rêve des opticiens non linéaires était d'arriver à réaliser ces effets au niveau du photon unique. Nous avons vu dans les cours antérieurs qu'il y avait une possibilité de réalisation de tels systèmes dans le cadre de l'électrodynamique quantique en cavité. Si on met un atome dans une cavité, cet atome peut à lui seul bloquer ou favoriser le passage d'un photon à travers la cavité. Et donc, des dispositifs de ce genre ont fonctionné, mais ici, je vais donc m'intéresser à une physique analogue, mais en absence de cavité.
Alors, je vais commencer par décrire ce qu'est la transparence électromagnétiquement induite, la TIE, en l'absence d'excitation Rydberg. Et c'est un phénomène qui est très intéressant. J'ai essayé de décrire dans les notes de cours de façon détaillée la nature du phénomène et les différents effets physiques qui sont intimement liés entre eux lorsqu'on étudie ce phénomène. Et une fois qu'on l'aura bien établi, on verra comment il se manifeste dans le contexte de l'excitation d'atomes dans un niveau de Rydberg. Alors, je vais commencer par rappeler, pour préciser les choses, ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que l'absorption normale d'un milieu optique? Alors, je vais prendre un milieu qui a une longueur L, une densité d'atomes petit n, et je vais commencer par considérer le cas simple d'un système à deux niveaux. Je vais appeler B le niveau inférieur, E le niveau excité, et je vais supposer donc qu'on excite ce niveau à l'aide d'un faisceau optique, qui sera en général un laser, qui est résonnant avec la transition entre les états B et E. Alors, ce qui va se passer de façon évidente, c'est que l'atome va être porté dans l'état excité, et à partir de l'état excité, il va retomber vers l'état fondamental avec un taux d'émission spontanée gamma. Alors, je considère le cas le plus simple où on n'a que deux niveaux qui interviennent dans le problème. Alors, ce qui va se passer si le milieu est optiquement dense, c'est que la lumière qui rentre dans le milieu va être diffusée très fort par les atomes qui vont se trouver dans la première couche au voisinage de la phase d'entrée du milieu. Et cette diffusion de la lumière va évidemment prélever cette lumière sur le faisceau incident, ce qui fait qu'on va avoir une absorption très forte du milieu. Et cette absorption va être caractérisée par une longueur caractéristique d'absorption que je vais appeler L0, et qui est une longueur extrêmement faible dans les cas que je vais considérer. Je vais m'intéresser à ce qui se passe dans des milieux d'atomes froids, des échantillons d'atomes froids dans lesquels la densité correspond à de l'ordre de 10 puissance 12 atomes par centimètre cube, un atome tous les microns cubes en moyenne. Et on va montrer que dans ces cas, la longueur d'absorption est de l'ordre de 1 à 2 microns. C'est-à-dire que la longueur d'onde d'absorption est de l'ordre de la longueur d'onde optique. L'absorption est extrêmement faible. Un paramètre important également va être ce qu'on appelle la densité optique du milieu, qui est le nombre d'épaisseurs d'absorption dans la longueur du milieu. Et ce nombre-là va être très grand, va être de l'ordre de 50 à 100 pour des milieux qui ont une longueur de l'ordre de 10 à 100 microns. Donc je considère de tout petits échantillons d'atomes froids, mais qui ont une très grande épaisseur optique. Alors une épaisseur optique de 50 à 100, ça veut dire que l'atténuation de la lumière à la sortie est en puissance moins 50 ou puissance moins 100, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de photons. En fait, le milieu est complètement opaque. Alors qu'est-ce que c'est que la transparence électromagnétiquement induite? Eh bien, c'est un phénomène qui se produit lorsqu'on fait intervenir un troisième niveau, que je vais appeler A, et on couple l'état excité à l'état A par un second faisceau laser que je vais appeler le faisceau de contrôle ou de pompe. Je vais appeler oméga P, la fréquence de Rabi de ce faisceau de contrôle ou de pompe. Et je vais supposer que la condition de résonance à deux photons, oméga S, j'appelle le premier faisceau la sonde, oméga S moins oméga P, dans le cas de cette configuration, est égale à oméga AB. Donc je suppose que la condition de résonance à deux photons est remplie. Eh bien, ce qu'on constate dans ce cas, c'est que le milieu, qui était donc très fortement opaque sur la transition BE, devient transparent. C'est-à-dire que le champ électromagnétique se propage dans le milieu sans être absorbé. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de transparence électromagnétiquement induite. Alors, à quoi est dû ce phénomène? Il est dû au fait que l'excitation par les deux lasers du milieu crée une cohérence optique entre les états A et B, ce qu'on appelle une cohérence Raman. Et cette cohérence optique introduit entre les niveaux A et B une relation de phase qui fait que la superposition linéaire de ces deux niveaux A et B n'est pas couplée à l'état excité E. Donc la transparence électromagnétiquement induite est liée à un phénomène d'état noir, la création dans le système d'un état noir, une combinaison linéaire d'états qui n'est pas couplée au rayonnement. Et donc l'état E n'est jamais atteint. Et l'état E n'étant pas atteint, il ne peut pas y avoir de fluorescence et il n'y a donc pas d'absorption. Donc la transparence se produit
dans ces conditions-là. Alors pour que la transparence se produise, il faut que la condition de résonance soit satisfaite de façon rigoureuse. Et on peut quantifier ça en disant que la transparence s'effectue dans une fenêtre de fréquence, d'écart de fréquence par rapport à cette condition, qu'on je vais appeler delta TIE, qui est donc très étroite et qui est une fonction de oméga p, qui dépend de la fréquence de Rabi associée au champ de contrôle, au champ pompe. Donc il y a une fenêtre de transparence extrêmement étroite à l'intérieur de laquelle le champ électromagnétique se propage sans perte et dès qu'on sort de cette fenêtre, l'absorption reprend le dessus et le système devient très absorbant. Alors à ce phénomène de suppression de l'absorption est également associé un phénomène de suppression de la réfraction, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la partie imaginaire de l'indice de réfraction qui est responsable de l'absorption qui disparaît à résonance, mais c'est également sa partie réelle, c'est-à-dire que le champ se propage sans être absorbé et sans être déphasé dans le milieu. Donc ceci est lié à l'existence de cette fenêtre de transparence et à l'existence de cet état noir. Ce phénomène s'accompagne d'un autre effet spectaculaire qui est le fait que la vitesse de groupe de la lumière dans le milieu, Vg, est très petite, beaucoup plus petite que la vitesse de la lumière dans le vide. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi ce phénomène un phénomène dit de lumière lente. Alors, le fait que la vitesse de la lumière devienne beaucoup plus faible dans le milieu sous l'effet de la transparence électromagnétiquement induite est lié à une variation très rapide de l'indice de réfraction du milieu dans la fenêtre de transparence delta TIE. Et vous savez que si l'indice varie avec la fréquence, on a ce qu'on appelle des phénomènes de dispersion, et en particulier, la vitesse de groupe dans le milieu est égale à la vitesse de la lumière divisée par cette variation, par le taux de variation de l'indice de réfraction en fonction de la fréquence. Donc, je reviendrai sur tout cela de façon quantitative, et je voulais simplement vous donner des idées qualitatives sur le phénomène. Alors, je l'ai décrit ici dans le cas d'une configuration qu'on appelle lambda, pour des raisons évidentes, donc 3 niveaux en forme de lambda, mais le même phénomène se produit dans la configuration en échelon, dans laquelle les niveaux B et E et A sont distribués comme je l'indique ici. Et à nouveau, l'absorption sur la transition BE est supprimée si cette fois-ci on a une condition à 2 photons qui exprime donc que oméga S plus oméga P est égal à oméga AB. Dans ce cas, la cohérence Raman devient une cohérence à 2 photons, c'est la cohérence entre les niveaux A et B, elle évolue très vite, et pour que ce phénomène puisse se manifester, il faut que cet état soit relativement métastable, c'est-à-dire que la cohérence entre A et B survive un temps long. Ça va être le cas lorsque le niveau A va être un niveau de Rydberg. Et donc cette configuration en échelon, dans laquelle le même type de phénomène se produit, est particulièrement intéressante dans le cas où on a affaire à un niveau de Rydberg. Alors je vous dis immédiatement tout de suite la nature des phénomènes qu'on va observer. Vous voyez que si vous avez cet état-là qui est un état de Rydberg et que le phénomène de transparence électromagnétiquement induite implique l'excitation d'un atome dans ce niveau, dès que cet atome sera excité, d'autres atomes ne pourront plus être excités à la même fréquence. Et donc, pour d'autres photons, d'autres atomes arrivant dans le milieu, arrivant dans le milieu, eh bien, on va sortir de la fenêtre de transparence électromagnétiquement induite, et donc le milieu ne sera capable de propager en étant transparent qu'un seul photon à la fois. Donc voilà le principe général. Mais maintenant, je voudrais, dans la suite de cette leçon, vous expliquer un peu plus de façon quantitative ce qui se passe. Donc, j'ai ici, sur cette deuxième transparence, je vais aller assez vite, je rappelle l'absorption linéaire, cette fois-ci en donnant quantitativement, en expliquant quantitativement ce qui se passe. J'ai défini donc de façon précise la fréquence de Rabi, la durée de vie gamma, la largeur gamma de l'état excité, et pour voir la sensibilité donc, de l'effet par rapport à des désaccords de fréquence, je vais me supposer que je ne suis pas exactement en résonance, et j'appelle delta le petit défaut de résonance entre la petite différence de fréquence entre la fréquence de transition atomique et la fréquence du champ.
Alors, ce qu'on va faire dans tous ces calculs, ça va être d'étudier la matrice densité, l'opérateur densité qui décrit le système atomique, et on va développer cet opérateur densité en puissance du champ sonde. Pourquoi? Parce que ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la réponse linéaire. La susceptibilité, c'est comment le champ sonde répond à une excitation, et on va s'intéresser à cette réponse au premier ordre, parce que c'est celle-là qui donne l'indice de réfraction du milieu pour le champ sonde. Donc on va écrire ρ égale ρ0 plus un terme du premier ordre qui va être proportionnel au champ électrique ou encore à oméga S, qui est la fréquence de Rabi associée au champ électrique. Alors il est évident qu'à l'ordre 0, la solution est triviale. Si on n'a pas de champ appliqué, le système est dans l'état fondamental B, et donc à l'ordre 0, la matrice densité, c'est simplement le projecteur dans l'état B. Ensuite, on va chercher la solution stationnaire de cette équation au premier ordre. Et vous savez que ce qu'on fait toujours dans ce genre de problème, c'est qu'on passe dans le référentiel dit tournant. C'est-à-dire que la réponse au premier ordre va être simplement le mouvement forcé du dipôle atomique en présence du champ, donc il va osciller à la fréquence du champ. Et si on élimine l'oscillation à la fréquence du champ, on se ramène à une équation qui va être à résonance, qui va être indépendante du temps. On appelle ça approximation du champ tournant et passage dans le référentiel tournant, parce que dans le cas de la résonance magnétique, eh bien, on est vraiment géométriquement dans ce problème. La résonance magnétique, c'est que vous avez un champ magnétique, vous appliquez un champ magnétique tournant, et en passant dans le référentiel de ce champ tournant, le champ vu par le système devient statique, et on a des équations dont les coefficients ne dépendent plus du temps. Alors une fois qu'on fait cette transformation, eh bien, l'équation pilote qui décrit l'évolution de l'opérateur densité est très simple. Pour l'élément non diagonal qui nous intéresse, il évolue sous l'effet de la relaxation, avec le terme en moins gamma sur 2. Il y a ici l'évolution résiduelle en I delta, si on n'est pas exactement en résonance. Et le terme qui pilote cet élément de matrice densité, c'est le couplage sous l'effet du champ à la différence de population ρBB moins ρE. Et si on se limite à un calcul au premier ordre, ρBB est égal à 1 et ρE à 0, parce qu'ici, il faut prendre les termes d'ordre 0, puisqu'on a déjà oméga S, et on est ramené à une équation très simple pour D de ρEB. Et en écrivant que cette quantité est stationnaire, D de ρEB1 sur dt égale 0, on résout et on obtient donc de façon le résultat très très simple que la cohérence optique ρEB1 est égale à 1 sur d delta moins I gamma. Vous voyez, c'est un nombre complexe et dont la partie réelle va être associée à l'indice de réfraction du milieu et la partie imaginaire au coefficient d'absorption du milieu. Alors j'ai essayé de résumer ça de façon simple sur cette équation. On calcule, si vous voulez calculer le dipôle induit P dans le milieu, il faut calculer donc la trace de ρ que multiplie l'opérateur dipolaire électrique. Et cet opérateur dipolaire est non diagonal, il a des éléments matrices DEB et DBE. Et donc cette trace va s'écrire ρEB DBE plus ρBE DEB. Et cette partie-là est évidemment complexe conjuguée de la précédente. Donc on utilise en général une notation complexe où on ne représente que le premier terme, sachant que la quantité physique va être également évidemment la somme de ces deux de PE plus la partie conjuguée. Et si on rétablit la dépendance temporelle, si on revient dans la représentation normale, eh bien, on a un facteur à puissance moins I oméga t qui provient de ce terme. Et donc finalement, on voit ici que le dipôle électrique induit est évidemment proportionnel au champ électrique, puisque oméga S c'est DE S sur H bar, et il est en notation complexe, il présente un déphasage par rapport au champ électrique, qui est lui en E cosinus oméga t. Ce déphasage, il est décrit par les parties réelles et imaginaires de Qui1. On introduit ici la susceptibilité linéaire, qui est simplement le rapport entre le dipôle induit et le champ électrique dans cette représentation complexe, et on obtient simplement Qui1 égale 2n d2 sur h bar epsilon 0 ρEB 1. Donc je vais l'écrire ici. Qui1 égale 2n d2 sur h bar epsilon 0 ρEB 1. Donc j'ai vraiment détaillé le calcul ici pour vous montrer que
la réponse à l'ordre 1 redonne évidemment la susceptibilité du milieu, la proportionnalité qui existe entre le dipôle induit par unité de volume dans le milieu et le champ électrique. Alors, à partir de là, on peut calculer simplement la puissance absorbée par unité de volume. Alors, je vous rappelle que, avec cette notation complexe, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on prend cette quantité plus son complexe conjugué, P1 a une partie qui est en cosinus oméga t, qui est associée à la partie réelle de Qui1, plus une partie qui est en sinus oméga t, qui est associée à la partie imaginaire de Qui1. Donc, la partie imaginaire de Qui1 décrit la composante du dipôle induit qui est en quadrature avec le champ incident. Et quand on veut calculer la puissance échangée entre le champ et le dipôle, il faut calculer la valeur moyenne, d'après un électromagnétisme élémentaire, la valeur moyenne de E dp sur dt, qui va faire intervenir donc ce terme-là uniquement, parce qu'en dérivant P par rapport au temps, ce terme-là va devenir un cosinus, et on va avoir la valeur moyenne d'un cosinus carré, et donc finalement c'est la partie imaginaire de Qui1 qui intervient pour décrire les échanges d'énergie entre l'atome et le champ. C'est ce que j'ai écrit ici. Et en remplaçant imaginaire de ρ EB1 par son expression, je trouve le résultat bien connu que l'absorption obéit à une loi de Lorentz, c'est-à-dire qu'elle est donnée par une formule en courbe d'absorption de Lorentz. Lorsqu'on s'écarte de la résonance, eh bien, l'absorption diminue en gamma sur gamma 2 plus 4 delta 2. Donc ça, ce sont vraiment des rappels absolument élémentaires, mais que je fais là pour qu'on puisse ensuite bien voir la différence de ce qui se passe lorsqu'on passe à un système à 3 niveaux et qu'on a affaire à la transparence induite électromagnétiquement. Alors pour continuer dans les résultats élémentaires, à partir du moment où on a une absorption par unité de volume, on peut calculer très facilement la longueur d'absorption. Cette équation indique simplement la conservation de l'énergie. Epsilon 0 ES carré C sur 2, c'est le flux électromagnétique de l'onde incidente, et sa variation sur une longueur dl est évidemment égale à l'absorption par le milieu sur la longueur dl. Donc on a cette équation-là. Et si je remplace W1 dl par l'expression que je viens d'établir, on obtient très simplement le fait que le champ décroît exponentiellement dans le milieu avec une épaisseur optique d'absorption dont l'inverse, 1 sur L0, est proportionnel à la partie imaginaire de l'indice. Et donc on écrit ça sous cette forme. Et on voit en particulier qu'à résonance, si je fais delta égale 0, j'ai donc encore une formule qui va me servir par la suite, donc que je vais recopier, qui donne donc 1 sur L0 à résonance, qui est égal donc à 2n d2 oméga sur h bar epsilon 0 c gamma. Cette forme intermédiaire. Alors, vous voyez que ce qui intervient, c'est le rapport D2 sur gamma. Or, en fait, ce rapport ne dépend pas de gamma, parce que gamma, c'est le taux d'émission spontanée, et la probabilité d'émission spontanée à partir de l'état excité est donnée par une formule bien connue. Elle est proportionnelle à D2, c'est D2 oméga cube sur 3 pi epsilon 0 h bar C3. Donc, lorsque je remplace gamma par son expression, vous voyez que la longueur d'absorption ne dépend plus de la force oscillateur, ne dépend plus de l'élément de matrice du dipôle. On va apparaître un facteur en C2 sur oméga 2 qui n'est autre que lambda 2, et on trouve le résultat bien connu que l'absorption dans le milieu est proportionnelle à la densité, bien sûr, mais également à la quantité 3 sur 2 pi lambda carré, qui est ce qu'on appelle la section efficace d'absorption en résonance des atomes. Et donc un atome est comme une petite antenne dont la section efficace d'absorption ne dépend que de la fréquence de résonance de l'antenne et ne dépend pas des autres paramètres du système, à condition bien sûr que le taux de relaxation soit dominé par le phénomène d'émission spontanée. Et donc on arrive à cette formule bien connue sur la section efficace à résonance, 3 sur 2 pi lambda carré. Donc cette section, elle devient énorme. Elle est beaucoup plus grande que la section géométrique de l'atome, elle est de l'ordre de la longueur d'onde. Et lorsqu'on met tous ces ordres de grandeur dans le cadre d'atomes froids, eh bien, on arrive aux ordres de grandeur que je vous donnais tout à l'heure, longueur d'absorption de l'ordre de la longueur d'onde, 1,5 micron, et densité optique dans des milieux de quelques dizaines de microns de long, qui devient très importante.
C'est d'ailleurs ce phénomène d'absorption très forte par des nuages d'atomes froids qui en permettent la détection. Je vous rappelle que lorsqu'on a un nuage d'atomes froids, on le détecte en général en envoyant de la lumière résonante et en regardant l'ombre produite sur une caméra CCD, par exemple, l'ombre du nuage, c'est-à-dire l'absorption très forte à résonance des atomes du milieu. Ensuite, un autre effet qui est également très très simple et qui va nous être utile par la suite, c'est regarder ce qui se passe lorsqu'on s'écarte de résonance. Alors, lorsqu'on s'écarte de résonance, comme l'absorption suit une loi lorentzienne, et si delta est grand devant gamma, vous voyez que la longueur d'absorption augmente en delta 2 sur gamma 2. Ou encore, ce qui revient au même, la probabilité d'absorption diminue en gamma 2 sur delta 2. Elle diminue en 1 sur delta au carré. Et donc, le système devient rapidement transparent dès que delta vaut quelques gamma. L'autre phénomène qui se produit à ce moment-là, c'est aussi que le champ va être déphasé. Le déphasage du champ est proportionnel à la partie réelle de la susceptibilité, donc c'est oméga sur L sur 2C, partie réelle de qui, et la partie réelle de qui, elle est en delta sur gamma 2 plus 4 delta 2. Donc on a cette expression-là, et si maintenant vous remplacez la quantité de 2 oméga D2 sur CH bar epsilon 0, qui est écrite ici par gamma sur L0, vous voyez une expression très simple, le déphasage c'est gamma L sur L0, delta sur 4 delta 2, et loin de résonance, c'est tout simplement L sur L0, qui est la densité optique, facteur de gamma sur 4 delta. Et donc, vous voyez qu'il y a le déphasage est d'autant plus important que la densité optique à résonance est plus grande. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que le milieu soit dense et long, mais quand on sort de résonance, on peut avoir un déphasage important. Donc voilà l'ordre de grandeur que je vous donne. Je suppose que si delta sur gamma vaut 10, si on est à 10 largeurs de Ré, eh bien l'absorption est divisée par 400. Donc une épaisseur optique de 50 devient simplement quelque chose de l'ordre de 0,1, c'est-à-dire une épaisseur optique très faible. Par contre, le déphasage, lui, ne varie qu'en gamma sur delta, et il peut être de l'ordre d'un radian. Donc le phénomène important, c'est que l'absorption diminue beaucoup plus vite que le déphasage. Le déphasage est dispersif en 1 sur delta, et l'absorption, elle, décroît en 1 sur delta 2. Et c'est ce qui explique que les déphasages sont observables en optique. Si vous prenez un morceau de verre, si vous mettez dans le régime où le verre est transparent, il va pouvoir déphaser de plusieurs radians sans qu'il y ait d'absorption. C'est parce que 1 sur delta 2 décroît plus vite que 1 sur delta. Donc voilà des rappels un peu triviaux sur ce qui se passe dans un système à deux niveaux. Et maintenant, je vais passer donc à la description de ce qui se passe lorsqu'on ajoute un troisième niveau et un champ pompe. Alors je passe rapidement sur les deux diapositives suivantes parce que je vous les ai déjà décrites au tableau. Donc la configuration lambda et la configuration en échelon avec les conditions de résonance. Et maintenant, je décris sur cette diapositive ce qui se passe lorsqu'on n'est pas à résonance. Donc qu'est-ce qui va se passer si vous vous écartez de résonance? Je vous ai déjà dit que si on s'écarte de résonance et si on considère que deux niveaux, le système devient transparent en 1 sur delta 2 et déphase en 1 sur delta. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute un troisième niveau et si le troisième niveau satisfait à la condition de résonance exacte, oméga S moins oméga P égale oméga AB, ou dans le cas en échelon, oméga S plus oméga P égale oméga AB? Eh bien, dans ce cas, on a un phénomène de non-réfraction induite électromagnétiquement. Lorsque la condition est respectée, Ki1 s'annule en partie réelle et en partie imaginaire, et en particulier la partie réelle de Ki1 s'annule, c'est-à-dire que l'indice devient strictement égal à 1. Et le milieu, à ce moment-là, va transmettre la lumière sans aucune réfraction, sans aucun déphasage. C'est l'équivalent dispersif de la transparence induite électromagnétiquement. À nouveau, ce phénomène ne se produira que dans une petite fenêtre de transparence ou de non-réfraction. Et la variation de l'indice sur cette fenêtre va être extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'on aura à nouveau dans ce cas-là un phénomène de lumière lente. Donc, phénomène de lumière lente se produit aussi bien dans le cas résonant que dans le cas non résonant. Dans le cas résonant, il s'accompagne d'une forte absorption dans le milieu, et dans le cas non résonant, il s'accompagne d'une absence de réfraction par le système. Alors maintenant, je vais passer maintenant à l'étude quantitative de ce qui se passe en présence du faisceau sonde. Donc voilà la géométrie que je vais considérer. Je vais le traiter dans le cas d'une configuration lambda, et on généralisera ensuite aux configurations en échelon. Donc je vous rappelle les notations. On a
le champ sonde qui couple B à E, le champ pompe qui couple à résonance A à E, et pour simplifier, n'avoir qu'une fréquence de désaccord delta, je vais supposer dans le calcul, mais ce n'est pas essentiel, que la pompe est strictement résonante, et ce n'est que la sonde, je vais permettre à la sonde d'avoir une fréquence qui varie autour de la fréquence de résonance, et donc la condition de résonance Raman va s'exprimer simplement en fonction du désaccord delta entre la sonde et la fréquence atomique ωméga BE. Et donc, pour calculer la réponse du système, on va raisonner exactement de la même façon tout à l'heure. Alors, comme les équations deviennent un peu plus compliquées, je vais être encore plus pédagogique, si j'ose dire, et je vais donc exprimer de façon explicite l'hamiltonien qui va nous servir. Donc, l'évolution de la matrice densité du système à 3 niveaux est donnée par l'hamiltonien habituel, donc 1 sur IH bar, le commutateur de H avec ρ, plus le terme de relaxation qui décrit l'émission spontanée. Et qu'est-ce que c'est que H? Eh bien, H, c'est l'hamiltonien du système atomique en présence du rayonnement. Donc d'abord l'hamiltonien de l'atome libre, et je simplifie un peu en prenant l'énergie nulle pour l'état B. Donc on va avoir l'énergie de l'état E qui est simplement oméga EB projecteur sur l'état E, le terme correspondant à l'énergie de l'état A qui est oméga AB projecteur sur l'état A, et puis les termes de couplage. Alors, le terme de couplage, c'est moins oméga S sur 2. Donc ça, c'est le couplage avec le champ sonde qui va faire passer le système de l'état B à l'état E avec le terme dépendant du temps à puissance I oméga ST plus le complexe hermitien conjugué. Et la même chose pour le couplage avec le champ pompe. Cette fois-ci, c'est puissance I oméga PT EA plus l'hermitien conjugué. Donc cet hamiltonien est très simple. On en calcule très facilement le commutateur avec ρ et on arrive aux équations couplées que j'ai écrites ici. Alors je vous laisse, je ne vais pas reprendre le calcul en détail, mais c'est trivial à partir de cette équation-là et de celle-ci. Et donc vous voyez, je vais simplement insister sur la physique. Le dipôle, l'élément de matrice de la transition optique EB, il évolue librement à la fréquence oméga EB, il est amorti en gamma sur 2, c'est le premier terme, et puis il est couplé à la différence de population entre E et B par le terme du champ sonde. Donc ça, c'est les termes qu'on avait dans le système à deux niveaux, c'est exactement le même problème que tout à l'heure, mais il y a maintenant une nouveauté, ρEB est également couplé à ρAB. Vous voyez que si vous avez ρAB et que vous faites une interaction avec le champ pompe, ρAB est couplé à ρEB par un terme proportionnel à oméga P, et c'est donc e puissance I oméga P sur 2, e puissance moins I oméga PT, ρAB. Bon, voilà donc pour ρEB. Alors, comme ρEB est couplé à ρAB, il faut savoir comment évolue ρAB. ρAB évolue librement à la fréquence Raman oméga AB, et vous voyez que je n'ai pas mis de terme d'amortissement sur ρAB parce que je suppose dans ce modèle simple que les deux états A et B sont deux sous-niveaux fondamentaux, et je néglige tous les phénomènes qui vont se passer en un temps court par rapport à la relaxation de l'état fondamental. Et puis, ρAB est couplé de façon symétrique au champ pompe et au champ sonde. Il est couplé au champ pompe par un terme qui le couple à ρEB et au champ sonde par un terme qui le couple à ρAE. Vous voyez que ces équations seraient très simples si ce terme-là n'existait pas, parce qu'elles décrivent simplement les équations couplées des deux cohérences optiques ρEB et ρEA. En fait, ce terme ne va pas nous gêner parce que je vais résoudre les équations de façon perturbative en puissance de oméga S, et il est évident qu'à l'ordre 0, ρAE est nul. À l'ordre 0, c'est-à-dire si je n'ai pas de champ sonde et si je suis dans l'état B, je reste dans l'état B, et donc ρAE est nul à l'ordre 0, et donc dans un calcul à l'ordre 1, je vais avoir oméga S fois 0, et ce terme-là va être complètement éliminé. Donc c'est ce que j'ai écrit sur la diapositive suivante. Donc je fais un développement, et lorsque j'écris ce développement et que je me limite à l'ordre 1, ρ1 obéit à une équation très simple qui couple simplement ρEB à ρAB et ρAB à ρEB. Alors les équations sont encore un petit peu compliquées parce qu'il y a des dépendances temporelles un peu partout, mais ces dépendances temporelles, je peux les éliminer de la même façon que tout à l'heure en passant dans un référentiel tournant généralisé. Ce passage consiste à remplacer ρEB par un ρEB bar qui est simplement ρEB que multiplié puissance I oméga ST. C'est exactement le même changement de représentation que celui que j'ai fait pour un système à deux niveaux. Et pour ρAB, eh bien, je le remplace par E puissance I oméga AB moins delta T. Alors, vous pouvez vous en convaincre, si vous faites ce remplacement dans ces équations, vous allez voir que tous les termes dépendants du temps deviennent indépendants du temps. Et on est revenu maintenant à
une équation stationnaire avec des termes, des coefficients indépendants du temps, équation qui couple ρEB à ρAB. Et donc, c'est un système, si vous écrivez la solution stationnaire qui consiste à annuler la dépendance temporelle de ces termes, vous arrivez à un système de deux équations linéaires aux inconnus ρAB et ρEB qui se résout de façon triviale. Et on arrive finalement à la solution qui va vraiment être, à partir de laquelle on va faire toute la physique. On montre que de façon stationnaire, donc ρEB est égal à, c'est la partie réelle, ρEB s'obtient simplement en éliminant ρAB dans cette équation, en la reportant dans celle-là. ρEB1 est égal à 2 delta sur 4 delta 2 moins oméga p carré moins 2 i gamma delta, et ρAB1 est égal à oméga p sur le même dénominateur. Alors tout de suite, même sans faire d'analyse détaillée, on voit un premier résultat essentiel, c'est que ρEB s'annule strictement, aussi bien en partie réelle qu'en partie imaginaire, quand delta vaut 0. À condition, bien sûr, que oméga p carré soit différent de 0. Si oméga p carré est égal à 0, le terme en delta se simplifie et on retrouve simplement le résultat du système à deux niveaux. Mais vous voyez que dès qu'oméga p devient différent de 0, pour delta égale 0, il n'y a plus de susceptibilité linéaire, ni réelle ni imaginaire. Donc l'indice devient strictement égal à 1. Et vous voyez également ici, ce résultat-là est également important, vous voyez que si vous faites delta égale 0, ρAB vaut moins 1 sur oméga p. ρAB vaut moins 1 sur oméga p. Alors attendez, je vais... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez ρAB1 qui est égal à moins 1 sur oméga p, mais il ne faut pas oublier que ρAB1, c'est le coefficient d'un terme en épuissance IST, c'est-à-dire que le ρAB, l'élément de matrice dans la représentation normale, il va être en moins oméga S sur oméga p, parce que le terme du premier ordre doit être multiplié par oméga s. Et donc vous voyez qu'il y a une cohérence Zeeman, une cohérence Raman plutôt, qui est en moins oméga s sur oméga p, et c'est ça qui représente l'état noir. C'est le rapport des amplitudes dans l'état A et l'état B est précisément dans le rapport qu'il faut pour que le niveau, sous l'effet de cette cohérence Raman, le niveau fondamental ne soit pas couplé, le niveau excité, eux, ne soit pas couplé à une combinaison des états A et B. Donc voilà, c'est les deux formules essentielles. Alors, à partir de là, ça devient vraiment très très simple. La puissance absorbée, comme tout à l'heure, est égale à oméga epsilon 0 s carré sur 2, la partie imaginaire de cette nouvelle susceptibilité, qui est simplement la partie proportionnelle à la partie imaginaire de ρEB1. Et lorsque je mets l'expression de tout à l'heure et que j'en prends la partie imaginaire, j'obtiens cette expression-là. Ce qui montre tout de suite que la longueur d'absorption dans le milieu, en présence de du champ pompe, devient maintenant 3 sur 2 pi n lambda 2, donc la même qu'en absence de pompe, que multiplie ce facteur-là, qui s'annule strictement lorsque delta vaut 0. Alors, on peut tracer en fonction de delta le profil d'absorption, 1 sur L en fonction de delta, et vous voyez qu'on obtient un creux avec une annulation stricte de l'absorption en delta égale 0. Je l'ai représenté, vous voyez que cette courbe dépend de oméga, donc je l'ai représenté dans deux cas. Dans le cas à gauche où oméga est petit devant gamma, à ce moment-là, on a un pic très fin au centre d'un profil lorenzien. Et puis dans le cas où oméga est très grand devant gamma, à ce moment-là, on a deux courbes qui ressemblent à des courbes de Lorentz séparées par un gap. Et ceci va nous rappeler des choses évidentes. Donc le point important, c'est qu'en présence de la pompe, l'absorption de la sonde s'annule exactement en résonance. Et donc le champ pompe ouvre une fenêtre de transparence pour le champ sonde. Alors on peut calculer la largeur de cette fenêtre de résonance. Il est facile de voir que ce qui va se passer, c'est que à résonance, ce terme-là, si je suis exactement à résonance, si je fais delta, donc je trouve 0, mais il est facile de voir que les maxima que vous avez là, ils sont obtenus en faisant delta 2 moins oméga p carré sur 4 égale 0. À ce moment-là, on retrouve un terme en 1 sur gamma. Et donc, vous voyez que la séparation de ces deux pics, elle est égale à plus ou moins oméga p sur 2. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Hotler-Towns. Le fait que le champ pompe qui couple les niveaux A et E déplace ces niveaux et les remplace par un doublé d'énergie séparée par oméga p,
Et donc cette courbe, l'existence de ce doublet ici, se manifeste par le fait que vous avez deux maxima séparés par une distance égale à oméga p. Et ensuite, pour calculer la largeur de cette courbe, de cette fenêtre de transparence, il suffit d'exprimer la condition que delta 2 moins oméga p carré sur 4 est égal, que ces deux termes sont égaux. À ce moment-là, on va avoir un facteur 1,5 ici. Et donc, c'est ce que je fais sur la diapositive suivante. J'exprime que delta t carré moins oméga p carré sur 4 est égal à gamma delta sur 2. Ça se résout, c'est une équation du second degré qui se résout très simplement. Et vous voyez qu'on a deux régimes immédiatement qui vont se présenter. Si oméga est petit devant gamma, c'est-à-dire que si les raies du doublet Eutler-Towns ne sont pas séparées, on va pouvoir développer cette expression-là. 4 oméga 2 sur gamma 2 est petit devant 1. Je remplace ça par 1 plus 2 oméga 2 sur gamma 2. Donc je fais un développement limité de cette racine. Et le 1 s'en va avec le 1. Et je trouve simplement une largeur de transparence égale à oméga p carré sur gamma. Et c'est le cas qui se passe ici lorsque les deux composantes du doublet ne sont pas séparées dans leur largeur. On a un pic très fin de transparence au milieu. Qu'est-ce qui se passe au contraire si oméga p est grand devant gamma? À ce moment-là, ceci est équivalent à 2 oméga p sur gamma. Avec gamma sur 4, ça fait simplement oméga p sur 2. Et la largeur, qui est le double de ça, est égale à oméga p. Et ceci représente simplement la séparation du doublet Eutler-Towns. Donc vous voyez que dans le cas où oméga p est très grand, on a une interprétation simple de la transparence induite électromagnétiquement. Le champ sonde qui explore le milieu voit sa fréquence tomber exactement au milieu du doublet créé dans l'état excité par le champ contrôle, le champ pompe. Et donc on a une diminution d'absorption. Mais vous constatez que si je fais uniquement ce type de raisonnement, ce à quoi je m'attendrais, c'est que j'ai deux courbes de Lorentz séparées de oméga p. Et ici, au milieu, je n'ai pas une stricte annulation. En fait, le raisonnement qui consiste à raisonner en termes d'atomes habillés de façon un peu naïve, comme je l'ai fait là, pour vous donner une interprétation qualitative, manque le fait important qu'ici, on a une annulation stricte. En fait, le système tombe exactement à zéro, et cette tombée à zéro est liée à un phénomène d'interférence quantique exact. On peut dire ici, dans ce modèle, que si vous êtes exactement au milieu, le système peut passer de l'état fondamental à l'état excité, soit par ce niveau habillé-là, soit par celui-là, et les deux amplitudes de transition s'annulent exactement parce qu'elles sont proportionnelles, elles dépendent du désaccord de fréquence avec un signe plus et un signe moins. Donc on a une annulation stricte, et c'est cette annulation stricte qui est importante dans le phénomène de transparence électromagnétiquement induite. Alors maintenant encore un résultat absolument évident. Quelle est la largeur delta TIE donne la largeur de la résonance observée sur un atome. Mais il faut faire attention au fait que si vous traversez un milieu de grande longueur qui a une grande épaisseur optique, la fenêtre de transparence doit être plus étroite que ça. Et on peut le voir de façon simple ici. Ici, j'ai simplement exprimé quelle est l'inverse de la longueur caractéristique d'absorption si je m'écarte de résonance, et donc j'ai un terme en delta 2 sur oméga p puissance 4 qui intervient, qui est simplement le développement de l'expression complète lorsque delta devient grand devant gamma et oméga. Et donc j'ai une expression comme celle-ci. Et vous voyez que la condition de transparence globale pour le milieu, il faut que l'inverse de cette courbe d'absorption soit plus petite que l'inverse de la longueur du milieu. Et on peut résoudre ça immédiatement. Ça revient à dire que delta doit être plus petit qu'une combinaison des coefficients qui est écrite ici, et oméga p carré sur 2 gamma, qui vient là, et puis un autre terme qui est 2pi sur 3n lambda 2L à la puissance 1,5. Et on peut mettre le 2pi sur 3n lambda 2, c'est L0. Et donc on trouve oméga p sur 2 gamma, L0 sur L à la puissance 1,5. Ce qui montre que finalement la fenêtre de transparence lorsqu'on traverse un milieu optiquement épais, c'est la largeur delta TIE divisée par la racine de la densité optique. C'est-à-dire que si la densité optique vaut 100, eh bien, la fenêtre de transparence va être 10 fois plus étroite que ne donne
la largeur de résonance sur un atome. Donc un milieu atomique, même s'il a une grande densité optique en absence de pompe, devient transparent en présence d'un faisceau pompe résonance dans une fenêtre de largeur donnée par cette expression. Alors, bon, j'ai déjà fait allusion à ça, mais maintenant je vais le décrire de façon un peu plus quantitative. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que la cohérence Raman, qui est égale à oméga S rho AB1, est égale à moins oméga S sur oméga P. Donc il y a une cohérence Raman qui s'instaure dans le milieu, qui est moins oméga S sur oméga P. Et de façon approximative, si on décrit les atomes par un état pur, si on considère que la relaxation est très faible, eh bien, ça veut dire que l'amplitude d'être dans l'état A et l'amplitude d'être dans l'état B obéissent à la relation alpha étoile alpha B, c'est-à-dire rho AB égale moins oméga S sur oméga P. Comme on sait que alpha B est pratiquement égal à 1, ça veut dire que alpha A est égal à moins oméga S sur oméga P et qu'on a donc bien cette condition remplie, alpha A oméga P plus alpha B oméga S égale 0, et ça c'est la condition de l'état noir. Donc le système se met dans un état noir. Alors comment est-ce qu'il se met dans cet état noir? En fait, j'ai calculé simplement une solution stationnaire du problème. Comment il se met dans l'état noir dépend de l'expérience que vous faites. Si par exemple les champs rentrent dans le milieu de façon adiabatique, il va se mettre dans l'état noir sous l'effet d'une évolution adiabatique analogue à celle que je décrivais la semaine dernière. Si vous cherchez maintenant une solution stationnaire, la solution stationnaire s'établit au bout d'un temps de l'ordre de 1 sur gamma, et ce qui se passe, c'est qu'il y a un pompage optique, l'effet compétitif du couplage cohérent au laser et de l'émission spontanée fait tomber le système dans cet état noir, comme c'est le cas dans tous les phénomènes de pompage optique. Donc le système évolue vers cet état noir. Quand il est dans un état noir, ça veut dire que ρe est strictement égal à 0 et le milieu ne diffuse plus de photons du champ sonde et ne l'absorbe plus. Alors la condition est strictement satisfaite pour delta égale 0. Tous les raisonnements que je vous ai faits jusqu'à maintenant montrent que delta peut s'écarter de oméga 0 d'une quantité de l'ordre de oméga p carré sur gamma, dont on peut donner une interprétation physique assez simple. On peut dire en effet que cette quantité représente le taux de relaxation de l'état excité ramené dans l'état fondamental. Le fait que l'état excité et l'état fondamental sont couplés par oméga p fait qu'il y a une fraction oméga p carré sur gamma 2 du caractère de l'état excité qui revient dans l'état fondamental, et donc ça correspond à un taux ramené de relaxation oméga p carré sur gamma 2 que multiplie gamma, c'est-à-dire oméga p carré sur gamma. Donc on retrouve ainsi, par un petit argument qualitatif, le fait que la largeur de la fenêtre de transparence est un oméga p carré sur gamma. Alors ceci est vrai à condition qu'il n'y ait pas d'autres causes de relaxation de la cohérence Raman, en particulier pas de diffusion, pas d'effet Doppler, et donc c'est pour ça que la situation est particulièrement simple dans le cas d'un gaz d'atome froid immobile. Alors, voyons maintenant d'où vient la lumière lente. La lumière lente vient du fait que l'indice de réfraction varie très vite avec delta autour de delta égale 0. Donc je reprends l'expression de tout à l'heure. L'indice réel, c'est 1 plus 1,5, la partie réelle de chi 1, c'est-à-dire un coefficient numérique près, 1 plus la partie réelle de ρ B1. Et lorsqu'on remet l'expression de ρ B1, on trouve pour l'indice réel cette quantité. Et vous voyez que cet indice réel s'annule pour delta égale 0, mais il a une variation assez compliquée et il va varier très vite autour de delta égale 0. Alors on peut tracer la courbe de variation de n en fonction de delta, et c'est la dérivée de la courbe, c'est quelque chose qui ressemble à la dérivée de la courbe d'absorption, et vous voyez que vous avez une courbe avec une variation très rapide de l'indice autour de delta égale 0. Alors il faut bien voir que l'indice reste très proche de 1. L'indice varie entre 1 et 1 plus ou moins quelques millièmes. Donc le milieu a un indice très voisin de 1, mais la variation de l'indice s'effectue sur une fenêtre de transparence très étroite, et donc le dn sur d oméga, la quantité qui est importante, c'est la variation relative d'indice oméga dn sur d oméga, la variation relative d'indice par unité de fréquence qui est, elle, très grande devant 1. Et c'est le fait que cette quantité-là est très grande devant 1 qui va produire l'effet de lumière lente. Pour cela, je vous rappelle donc sur la diapositive suivante ce qu'est la vitesse de groupe. Pour parler de vitesse de groupe, il faut parler d'un paquet d'ondes. Donc il faut fabriquer une superposition d'ondes planes qui va passer sur le milieu en un temps fini et qui va être une superposition de composantes
associés à des vecteurs d'onde différents. Donc j'écris ce paquet sous la forme f de z et de t égale somme de dk ek et puissance ikz moins oméga t, où ek donne finalement la largeur de ek donne la largeur spectrale du photon ou du paquet d'ondes envoyé sur le système. Alors, il faut bien voir que k oméga, dans le vide, c'est oméga sur c, dans un milieu d'indice n, c'est n oméga sur c, et si de plus n varie avec oméga, il faut le mettre sous la forme n indice oméga de oméga fois oméga sur c. Donc une fois qu'on a écrit cela, pour obtenir la vitesse de groupe, il suffit d'exprimer que la phase de ce paquet d'ondes est stationnaire. Alors, si je remplace donc ce terme de phase, dans ce terme de phase k par son expression, je trouve que la phase du paquet d'ondes, c'est z sur c, n plus oméga dn sur d oméga, moins t égale 0. Ça, c'est la condition de phase stationnaire. Je dérive cette phase par rapport à oméga, et j'obtiens cette expression-là. Et exprimer que la phase est stationnaire, ça montre bien que z évolue linéairement en temps, c'est-à-dire le centre du paquet d'ondes évolue linéairement en temps, avec une vitesse qui est c divisée par cette expression. Et donc on obtient la vitesse de groupe sous cette forme bien connue. Alors, vous voyez que s'il n'y a pas de dispersion, s'il n'y a pas de variation de l'indice, ce terme-là est nul, et on retrouve le fait que la vitesse de la lumière dans le milieu, c'est c sur n oméga, c'est c sur n, pardon. Donc c'est la vitesse divisée par l'indice, c'est la définition de l'indice. Par contre, si on ne peut pas négliger la variation de n avec oméga, ce terme-là va devenir très grand. Et quand ce terme devient très grand, c'est ce terme d'indice qui est de l'ordre de 1 qui devient négligeable. Et donc vous voyez qu'à ce moment-là, on a une réduction de la vitesse par un facteur eta qui est oméga dn sur d oméga, qu'on calcule très facilement, c'est la dérivée de l'expression de l'indice donnée sur les diapositives précédentes, et on trouve quelque chose, on trouve 2 oméga nd2 sur h bar epsilon 0, 1 sur oméga p carré. Vous voyez que la combinaison 2 oméga nd2 sur h bar epsilon 0, c'est cette expression-là. En fait, on va trouver quelque chose qui est c, il manque un facteur c, on va trouver et le gamma qui est ici va donner gamma sur oméga p carré qui est 1 sur delta TIE, et on va trouver simplement 1 sur delta TIE, c sur L0. C'est une expression très simple qui montre que la vitesse de groupe dans le milieu est tout simplement égale à L0 delta TIE. Donc c'est le produit de deux facteurs essentiels pour toute cette physique, la largeur de la fenêtre de transparence multipliée par l'épaisseur optique, l'épaisseur d'absorption. C'est bien homogène à une vitesse, hein, c'est une longueur divisée par un temps. Et vous voyez que ça veut dire que la lumière sera d'autant plus lente que le milieu sera plus absorbant et que la fenêtre de transparence sera plus étroite. Alors, lorsqu'on applique ceci à des gaz atomes froids, vous voyez que si vous faites L0 égale 1,5 micron, une fenêtre de transparence de l'ordre du mégahertz, c'est-à-dire delta TIE 10 puissance 7 secondes moins 1, vous trouvez eta égale 2 10 puissance 7 et une vitesse de groupe de 15 mètres par seconde. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de la lumière lente, et lorsque ces expériences ont été réalisées pour la première fois à la fin des années 90, elles ont eu une répercussion, elles ont fait beaucoup de publicité dans les médias parce qu'on a trouvé que c'était extraordinaire de pouvoir ralentir la lumière. Dans l'article qui décrivait cette expérience, on disait qu'on ralentit la lumière à la vitesse d'une bicyclette, donc c'est extraordinaire. Mais bon, il faut bien voir que ce serait une bicyclette microscopique parce que ça se propage sur une distance de 10 microns. Et surtout, comme on va le voir, ce n'est pas vraiment de la lumière. C'est un système dans lequel le photon qui se propage dans le milieu est fortement habillé par une excitation atomique. On a en fait ce qu'on appelle un polariton, et je vais passer quelques minutes à vous parler de ce qu'est le polariton dans la suite. Mais je vous montre ici simplement la courbe expérimentale qui a montré pour la première fois ce type d'effet de façon spectaculaire dans un gaz atome froid. Donc les paramètres numériques sont indiqués ici. C'est un papier qui a été publié en 1999. Vous voyez ici par calibration la transmission d'un pulse lumineux lorsqu'il n'y a pas d'atome dans le piège. Donc on a une transmission avec un signal qui arrive à un instant donné. Et lorsqu'on met les atomes dans le piège, on s'aperçoit que la lumière est retardée. Elle est retardée d'une quantité qui correspond à la vitesse de groupe de 15 à 30 mètres par seconde. Vous voyez qu'il y a quand même une atténuation. Mais le milieu a une épaisseur optique qui est à peu près une densité optique de 100.
Donc vous voyez que cette atténuation, elle est simplement liée à une atténuation résiduelle, mais normalement, en absence de transparence électromagnétiquement induite, le signal est complètement nul. Donc on a un signal qui est légèrement absorbé, et la vitesse de groupe sur ce signal-là est de 32 mètres par seconde. Alors une des questions qui se pose, c'est où va l'énergie? Et je vais essayer de répondre à cette question dans un moment. Vous voyez, vous avez un paquet d'ondes qui a une très très grande largeur dans l'espace libre, et tout à coup, il va se comprimer dans un milieu. Il se comprime pourquoi? Il se comprime dans le rapport du facteur état. C'est évident que si vous avez c'est comme un bouchon dans la circulation, vous avez un système qui va à une très grande vitesse et tout à coup, vous le forcez à aller très lentement, eh bien, ça va comprimer la lumière et sans que l'amplitude du champ ne varie. Ça veut dire que l'énergie qui est contenue dans le photon n'est plus du tout contenue dans la lumière. Elle est contenue dans quoi? En fait, elle est contenue dans le milieu atomique habillé par le champ pompe. Lorsque l'onde électromagnétique rentre dans le milieu, l'énergie du champ sonde passe dans le champ pompe, et ensuite le champ pompe la restitue au champ sonde à la sortie du milieu. Alors je vais parler maintenant de la notion de polariton et de polariton d'état noir. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais dark state polariton, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment se propage cette lumière lente dans le milieu. Alors pour cela, il peut être utile d'introduire, sans le faire de façon complètement explicite et sans le faire de façon détaillée, la seconde quantification est d'essayer de décrire le champ dans le milieu en termes de photons. Alors, je vais supposer que j'ai un photon qui arrive sur le milieu, et l'opérateur qui crée ce photon, c'est une superposition d'opérateurs qui créent des photons dans des modes K. Je prends un paquet d'ondes, donc je suis obligé, comme tout à l'heure, de faire une superposition f de K à croix K, et j'ai le facteur d'évolution temporelle du photon dans l'espace libre en e puissance i kz moins oméga t. Donc cet opérateur-là, superposition d'opérateurs qui créent des photons dans des modes K, c'est ce qu'on appelle l'opérateur champ, qui crée donc le champ électromagnétique. Et de façon symétrique, je vais introduire un opérateur qui crée une onde de spin dans le milieu, qui crée cette cohérence Raman dans le milieu. Et cette onde de spin, cet opérateur, c'est un opérateur qui, partant de l'état B, va exciter l'un des atomes I dans l'état A. Je somme sur tous les atomes I et je normalise par le facteur 1 sur racine de n. L'opérateur que j'ai créé ici, il joue un rôle analogue pour la distribution d'excitation dans le milieu atomique, ce que j'appelle l'onde de spin, un rôle analogue à celui que joue l'opérateur champ pour le photon. Alors là, j'ai une notation qui est extrêmement simple. Pourquoi est-ce que j'ai une dépendance spatio-temporelle ici et pas là? Simplement parce que j'ai choisi une cohérence Raman de fréquence nulle. Si la cohérence Raman a une fréquence nulle, il n'y a plus d'évolution temporelle de ρAB, et si les vecteurs d'onde sont matchés, c'est-à-dire que si le vecteur d'onde du champ qui monte de la sonde et de la pompe sont opposés, sont égaux plutôt, dans la transition Raman qui conduit l'atome de l'état A à l'état B, le facteur de phase spatiale disparaît également. Donc je me mets dans une situation où l'onde de spin n'a pas de variation spatio-temporelle. Dans le cas général, où ρAB est différent de 0, cette onde de spin, elle provient de l'impression dans le milieu du battement entre l'onde sonde et l'onde pompe, et on va avoir une variation spatio-temporelle de l'onde de spin. Ça ne va pas changer grand-chose au raisonnement, mais ça va faire des notations plus compliquées. Donc j'ai pris ce cas particulier pour simplifier. Donc, qu'est-ce que c'est que l'état du champ à un photon? Ça résulte de l'action sur le vide du rayonnement de l'opérateur psi-c. Et si on veut normaliser cet état, eh bien, on arrive simplement au fait que somme de k f k carré est égale à 1. De la même façon, qu'est-ce que c'est qu'une excitation, un quantum d'onde de spin? C'est l'état obtenu en faisant agir psi-s sur l'état de vide de spin qui est tous les atomes dans l'état B. Et vous pouvez vous convaincre immédiatement qu'avec la normalisation en 1 sur racine de n, la valeur moyenne dans la population de l'état A, de l'opérateur Na somme sur I de A, qui est la population de l'état A, la valeur moyenne de cet état à un quantum d'onde de spin est égale à 1. Donc ce quantum d'onde de spin, c'est simplement une excitation atomique répartie entre les n atomes. C'est exactement le même type d'état que celui que je décrivais dans le cours de la semaine dernière. Alors, à partir de là, je vais vous montrer que ce qui se passe lorsque un photon rentre dans le milieu, c'est que l'état à un photon est remplacé
par un état à une excitation d'onde de spin une fois que le système est rentré à l'intérieur du milieu. Donc vous voyez la situation, vous avez un paquet dont la largeur spatiale est 1 sur delta k, qui devient 1 sur eta delta k, qui est comprimé. Évidemment, là, je ne l'ai pas représenté à l'échelle, parce que le facteur eta vaut 10 puissance 7, mais le système est donc fortement comprimé, le champ est fortement comprimé à l'intérieur du milieu. Alors, pour mettre des ordres de grandeur, je dois définir d'abord ce qu'est le champ électrique d'un photon. Alors, pour calculer le champ électrique d'un photon, je vais d'abord calculer quel est le volume occupé par le photon dans le vide. Et le volume occupé par le photon dans le vide, c'est évidemment S sur delta K. Si j'appelle S la section du faisceau, 1 sur delta K, c'est la longueur. Donc on a un volume S sur delta K. Et cette expression-là, je l'obtiens simplement en écrivant le fait que l'énergie électromagnétique, la densité d'énergie électromagnétique, epsilon 0 E2 sur 2, que multiplie V, c'est-à-dire l'énergie contenue dans le photon, est égale à h bar oméga. En faisant ça, j'obtiens donc cette formule qui donne l'amplitude, la description classique d'un photon, c'est un champ dont l'amplitude est égale à racine 2 h bar oméga sur epsilon 0 VQ, où VQ est donné par cette expression. Ensuite, je regarde ce qui se passe lorsque le champ rentre dans le milieu atomique. Et à résonance, le paquet se comprime dans le rapport que j'ai indiqué ici. Je le mets sous cette forme parce que c'est cette forme-là qui va nous servir. Eta, c'est un nombre qui est très grand si 1 sur oméga p carré et si oméga p carré est assez grand, 1 sur oméga p carré. Non, si oméga p carré est petit, plutôt 1 sur oméga p carré est grand, et ce facteur est un grand facteur de réduction de la vitesse de la lumière. Et donc, ce qui est important, c'est que le paquet se comprime sans que l'amplitude du champ ne change. Quel est le volume occupé par le champ dans le milieu? Au départ, il est 0, et puis il va croître à une quantité maximale qui va être S sur eta delta K. C'est S sur delta K divisé par le facteur eta. Quel est le nombre d'atomes interagissant avec le photon? Il augmente de 0 à ns sur eta delta K, puisqu'on a n atomes par unité de volume. Quelle est la probabilité pour qu'un atome en présence du champ soit porté dans l'état A? C'est le rapport, c'est oméga s carré divisé par oméga p carré. Et oméga s carré, je le calcule très simplement à partir de l'amplitude du photon. Et je trouve cette expression-là pour la probabilité pour qu'un atome quelconque du milieu soit porté dans l'état A. Si je multiplie cette quantité-là par celle-ci, je vais avoir le nombre total d'atomes qui sont portés dans l'état A une fois que le champ est rentré dans le milieu. Et comme ça ne vous surprendra pas, lorsqu'on fait ce calcul, on trouve 1. C'est-à-dire que le photon est complètement transformé en un quantum d'onde de spin. Vous voyez que j'ai pu faire ça sans vraiment faire de calcul quantique sur le champ, c'est simplement utiliser des images semi-classiques pour vous montrer ce qu'est un photon qui rentre dans le milieu. Donc le photon est ainsi continuellement transformé en un quantum d'onde de spin. En entrant dans le milieu, le photon évolue comme une excitation combinée de champs et d'atomes qu'on appelle un polariton d'état noir. Alors j'ai essayé de le décrire sur cette dernière diapositive concernant ce problème. Vous voyez que je peux introduire maintenant un opérateur polariton, psi p, qui est une combinaison linéaire de l'opérateur qui crée un photon et de l'opérateur qui crée un quantum d'onde de spin. Et cet opérateur-là obéit aux relations de commutation bosoniques d'un opérateur champ. On peut vérifier que cet opérateur d'onde de spin obéit aussi à ce type de relation de commutation. Et si α2 plus β2 est égal à 1, ça veut dire que l'opérateur de polariton est un opérateur qui est un opérateur bosonique qui crée des quasi-bosons polaritons qui sont des états combinés d'atomes et d'excitation du champ d'excitation atomique. Alors, on peut également se représenter maintenant la situation non plus en décrivant comment évolue l'état du système, mais en se passant en représentation d'Heisenberg où ce sont les opérateurs qui évoluent en fonction du temps. Et donc vous voyez que la situation maintenant est très simple. Avant que le photon n'entre dans le milieu, on a essentiellement alpha égale à 1, bêta égale 0, c'est-à-dire qu'on crée essentiellement un photon en présence du vide d'onde de spin. Et lorsque le système commence à rentrer dans le milieu, le poids de la partie onde de spin augmente, alpha diminue, bêta augmente, on a la compression qui commence à se réaliser. Lorsque le système est complètement rentré dans le milieu, à ce moment-là, c'est bêta qui est égal à 1 et alpha qui vaut 0. Et puis, à nouveau, lorsque le système sort du milieu, le système se remet sous forme de photon et l'onde de spin disparaît.
Donc on a en fait une évolution continue du système champ plus atome qui évolue d'un photon à une onde de spin et inversement lorsque le champ traverse le milieu. Alors, ce que je vous ai déjà dit, c'est que la compression du champ fait que l'énergie du photon n'est plus portée par le champ sonde, puisqu'il n'y a pratiquement plus aucune énergie électromagnétique au milieu. Dans le cas d'une configuration lambda, l'énergie est portée essentiellement, elle est transférée au champ pompe. Si vous prenez le même problème dans une configuration en échelon, vous voyez que comme vous peuplez un état très excité, une partie de l'énergie qui était contenue dans le champ sonde devient portée par le polariton atomique, puisqu'il y a de l'énergie atomique dans le milieu. En tout cas, l'énergie se conserve comme ça, et elle est restituée au photon lorsque le photon sort du milieu. Alors on peut aller plus loin que ça. Là, j'ai créé un seul polariton. On peut en créer n. Et à ce moment-là, on va avoir une généralisation. L'état n polaritons, c'est l'état agissant sur le vide de cet opérateur ψp à la puissance n. Alors, toute cette théorie, elle est détaillée dans un article dont je vous donne la référence de Fleischhofer et Lukin. Vous pouvez voir comment on peut faire ça dans un formalisme consistant de seconde quantification du champ. Vous voyez également que ceci contient ce que je vous disais la semaine dernière. Ce qui se passe, c'est que l'excitation qui est dans le champ passe au milieu atomique, elle s'inscrit dans une onde de spin atomique et ensuite elle est restituée au champ. La semaine dernière, je vous ai décrit ça sans aucune équation pilote, simplement à partir d'un passage adiabatique rapide en négligeant les phénomènes de relaxation, en étant strictement en résonance. Ce que je peux aussi ajouter, c'est que ce polariton, vous pouvez l'arrêter complètement. Si, lorsque le système se trouve dans le milieu, vous débranchez complètement oméga p, bien, vous n'aurez plus de vitesse de groupe du tout et vous aurez simplement cette onde de spin stockée dans le milieu qui va persister dans le milieu pendant un temps de l'ordre du temps de relaxation de l'état fondamental. Et si vous n'attendez pas trop longtemps, vous pouvez ensuite l'extirper du milieu en renvoyant un champ pompe. Donc j'ai passé énormément de temps finalement à rappeler des choses qui n'ont rien à voir avec la physique des états de Rydberg, mais on va terminer sur les états de Rydberg. Bon, je voudrais simplement dire un mot sur les polaritons non résonants. Vous voyez que la même chose va se produire ici. Je prends ici un champ qui n'est pas résonant vers l'état E, mais la condition à 2 photons est remplie. On va avoir à nouveau une fenêtre de transparence. Cette fois-ci, sa largeur ne va pas être oméga p carré sur gamma, parce que c'est delta qui est le terme dominant, elle va être oméga p carré sur delta. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque cette condition est remplie, on va à nouveau avoir de la lumière lente, et cette fois-ci, on va avoir une non-réfraction induite électromagnétiquement. Alors maintenant, je vais simplement, dans les quelques minutes restantes, voir qu'est-ce que tout ce qu'on a dit là, comment c'est modifié lorsque l'état A, dans une configuration qui est la configuration en échelon, lorsque l'état A devient un état de Rydberg, dont la propriété est d'exclure la possibilité pour qu'un autre état de Rydberg soit excité dans son voisinage. Donc transparence induite électromagnétiquement et blocage Rydberg, et on va voir que ça conduit à des situations qui permettent de faire de l'optique non linéaire au niveau du photon unique. Donc je vais prendre une situation très simple, à nouveau pour commencer, et qui est décrite en particulier dans cet article de 2011. Je me mets dans la situation en échelon, le champ pompe, le champ sonde, le champ pompe, et je me mets dans une situation où le champ pompe est soit résonant si delta est différent de 0, soit à résonance si delta égale 0. Donc je permets à delta d'être soit nul, soit non nul. Et je suppose qu'au milieu de cet échantillon en forme de pinceau, j'ai la possibilité de contrôler un seul atome de Rydberg. Cet atome est soit dans l'état fondamental, où je peux, par un pulse de lumière auxiliaire qui, par exemple, se propage perpendiculairement au faisceau son des pompes ici, porter à un instant donné un atome dans l'état de Rydberg. Bien, si je fais ça, et je suppose enfin que la largeur transversale du milieu est petite par rapport au rayon de blocage, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des photons qui passent autour de cet atome de Rydberg et qui se propagent avec la condition de transparence. Alors vous voyez que ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que cet atome dans l'état de Rydberg va bloquer le chemin parce que le milieu ne peut pas contenir 2 atomes excités. Donc l'atome du polariton n'a aucune place pour se créer dans cette configuration. Et quelle est la condition pour que ceci se produise ? Eh bien, il faut maintenant que
le déplacement associé à l'interaction dipôle-dipôle soit de l'ordre de la largeur de transparence électromagnétiquement induite. Alors, si je me place dans le cas d'un effet dipôle-dipôle non résonant, vous savez que l'interaction de Van der Waals c'est C6 sur R6, donc il faut que C6 sur la distance de blocage à la puissance 6 soit égal à delta TIE, ce qui donne cette expression-là, où delta TIE est soit oméga p carré sur gamma si je suis à résonance, soit oméga p carré sur delta si je suis hors résonance. Delta est grand devant gamma. Donc vous voyez, la situation est très simple. Et je vais décrire d'abord ce qui se passe à résonance. Donc à résonance, je me mets exactement dans la condition de transparence électromagnétiquement induite. J'envoie le champ pompe et le champ sonde, et j'ai ici un atome qui a l'air innocent, qui est dans l'état fondamental. Donc si l'atome est dans l'état fondamental, il ne se passe rien, et le polariton peut se transmettre dans le milieu, et donc on a de la lumière lente. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'excite un seul atome de Rydberg? Eh bien, cet atome de Rydberg va déplacer pour le polariton la fréquence de delta E égale C6 sur dB à la puissance 6. Et donc, à ce moment-là, dans cette région, ce niveau-là va être peuplé, il va diffuser des photons fortement, et donc le milieu va devenir absorbant. Et il va devenir absorbant de façon très importante, évidemment, si 2 dB est grand devant L0. C'est-à-dire que si on a créé ici une lame absorbante sur une distance grande devant la distance caractéristique d'absorption normale. Et donc vous voyez que dans ces conditions, le photon entre dans le milieu sous forme de polariton est complètement bloqué, car la condition d'état n'est plus satisfaite dans cette lame d'épaisseur 2B. Le milieu absorbe et rediffuse le photon sur une très courte distance. Alors vous voyez qu'on peut maintenant aussi jouer avec ça de façon plus subtile. Si vous contrôlez cet atome, et si vous pouvez le porter dans une superposition linéaire d'être dans l'état du bas et dans l'état du haut, vous allez fabriquer un interrupteur quantique. Vous allez fabriquer un système qui, à la fois, arrête et n'arrête pas le photon dans une superposition linéaire des deux. Donc, une situation à nouveau à la chatte Schrödinger, etc. Donc, j'insiste sur le fait que cette situation est un phénomène tout à fait analogue à ce qu'on rencontre en électrodynamique quantique en cavité. Quand vous avez une cavité, vous savez que la cavité, pour un faisceau transmis, va présenter une courbe de transmission lorentzienne, c'est-à-dire que lorsque la cavité va être exactement en résonance par interférence constructive, les photons la lumière qui rebondit entre les miroirs va se construire et être transmise. Si par contre vous mettez dans la cavité un atome résonant, un seul atome, eh bien la transmission de la cavité va présenter cet effet Hauter-Towns associé à la fréquence de Rabi d'un seul atome, et vous voyez que la lumière que vous envoyez dans le système va passer entre les deux pics de transmission, et elle va plus être transmise. En fait, la lumière va être réfléchie par la phase d'entrée de la cavité. Et donc, dans cette situation d'électrodynamique quantique en cavité, un seul atome contrôle le passage d'un photon. Si l'atome est dans une superposition d'états, on a à nouveau un interrupteur quantique. Donc, vous voyez qu'on fait exactement le même genre d'effet ici, mais sans cavité. On se sert simplement de la transparence électromagnétiquement induite et de l'existence de cette fenêtre de transparence étroite qu'on peut déplacer en présence d'un seul atome. Alors, même phénomène maintenant dans le cas non résonant. Si l'atome est dans l'état de base, le photon sonde se propage sans déphasage sous forme de lumière lente. Qu'est-ce qui se passe si vous avez maintenant un atome ici? Il va déplacer pour le polariton, il va déplacer la fréquence de résonance, et donc on va avoir maintenant une lame réfringente. Tout à coup, il va apparaître au milieu une lame qui va être transparente parce qu'on n'est pas en résonance, mais qui va avoir un indice de réfraction différent de 1. Et je vous donne quelques ordres de grandeur ici. Des ordres de grandeur réalistes. On peut fabriquer une épaisseur de 15 microns avec un delta de 5 10 puissance 8 secondes moins 1, une fenêtre le désaccord à résonance donné par ceci. Avec ces paramètres, on a une fenêtre de transparence de largeur de 10 puissance 5 secondes moins 1. On prend une épaisseur optique, une épaisseur d'absorption optique de 15 microns, ce qui est raisonnable pour n égale 60, ce qui est l'ordre de grandeur pour n égale 60. Et à ce moment-là, on voit que
la densité optique sur la longueur de B n'est que de 0,2 à cause du facteur gamma 2 sur 4 delta 2, et le déphasage du photon peut atteindre 1 radian. Donc on a un système où l'excitation d'un atome qui bloque la non-réfraction optique crée un milieu réfringent qui peut déphaser d'une quantité importante le champ. Pendant que le champ se déphase comme ça, il repart à la vitesse de la lumière. On a la lumière lente, pendant un instant, il repart à la vitesse de la lumière et il acquiert cette phase. Et à nouveau, si l'atome est un qubit que vous contrôlez entre deux états, vous fabriquez une porte de phase atome-photon. Vous pouvez intriquer l'état de l'atome à la phase du photon, etc. Donc voilà des principes d'expérience. Pour l'instant, ce sont des propositions. Je termine par la description d'une expérience qui est un peu plus compliquée, qui est une expérience qui a été faite à MIT dans le groupe de Vladan Vulecik et en collaboration avec Michal Lukin, qui était l'un des théoriciens qui avait prévu ce genre d'effet. L'expérience est un peu plus compliquée parce que cette fois-ci, on ne sépare pas bien, de façon aussi claire que dans le modèle que j'ai décrit tout à l'heure, l'atome qui contrôle des atomes du polariton. On laisse se propager de la lumière dans un milieu et on exploite simplement le fait qu'une fois qu'un polariton s'est créé avec un premier photon, un deuxième polariton a du mal à se propager dans le milieu à cause du blocage. Donc le principe de l'expérience, ces diagrammes-là, vous commencez à en avoir l'habitude, le principe de l'expérience, c'est qu'on crée un cigare allongé d'atomes froids et on envoie simultanément le faisceau pompe et le faisceau sonde, on les superpose dans le milieu et on regarde comment la sonde sort du milieu. Et pour vérifier si la sonde contient un photon ou plus, on a ici un dispositif avec une lame semi-réfléchissante qui envoie la lumière dans deux voies et on fait des mesures en anticoïncidence de la lumière transmise. Alors je ne vais pas décrire en détail parce que la description et l'interprétation de l'expérience restent très compliquées et fait appel à des phénomènes de propagation et ce n'est pas très clair, mais je vous donne simplement les ordres de grandeur. Donc la longueur du milieu est de l'ordre de 40 à 80 microns avec un diamètre de 10 microns. La longueur d'absorption typique est de 2 microns correspondant à des densités optiques de 20 à 40. La fenêtre de transparence est assez large, 1,5 10 puissance 8 secondes moins 1. La vitesse de groupe, telle que je la calcule à partir de la formule simple que je vous ai donnée, c'est de l'ordre de 300. Ils disent 400 mètres par seconde. Moi, avec mes ordres de grandeur, j'ai trouvé 300. Enfin, c'est une vitesse faible. Et le délai de propagation est de 300 nanosecondes dans un milieu qui fait à peu près 100 microns de long. Et le blocage correspond à C6 sur R6 delta TU, s'effectue pour l'état 100S avec un rayon de blocage de 13 microns. Alors quand vous mettez tous ces ordres de grandeur, vous constatez que, en fait, un photon lent se traverse le milieu en 300 nanosecondes, et nous allons voir qu'en fait, l'expérience montre que deux photons lents ne peuvent se propager indépendamment s'ils sont en fait à moins de 300 nanosecondes, ce qui correspond à 90 microns l'un de l'autre. Alors comment est-ce qu'ils ont fait l'expérience ? Je vous montre simplement deux vérifications expérimentales. Ils ont commencé par mesurer l'absorption, le spectre d'absorption du photon sonde en fonction du flux de photons incidents. Ils ont calibré leur expérience pour que la sonde corresponde à 1, 2, 4 ou 6 photons par microseconde en moyenne dans le milieu. Et vous voyez que pour 1 photon par microseconde, on a une transparence assez grande. Quand on passe à 2, 4, 6 photons par microseconde, la transparence décroît très vite. Et on a déjà une forte atténuation pour 4 photons par microseconde, c'est-à-dire en fait un photon toutes les 250 nanosecondes, ce qui correspond bien à l'ordre de grandeur que je vous indiquais sur la diapositive précédente. Une deuxième expérience qu'ils ont faite, c'est l'expérience de dégroupement de photons, c'est-à-dire qu'ils ont regardé les corrélations entre les photons, la séparation entre photons, en fonction de façon équivalente, soit le délai compté en microsecondes, soit la distance géométrique comptée en microns. Et effectivement, ils ont vu que la largeur de cette courbe de dégroupement correspond à peu près à 200 ou 300 nanosecondes et une distance de 80 à 90 microns dans le milieu. Alors, ils s'aperçoivent donc dans cette expérience que les photons interagissent sur une distance de l'ordre de plusieurs RB. RB est de l'ordre de 13 microns, je vous ai dit, mais en fait, deux photons ne peuvent pas se propager s'ils sont à une distance de moins de 70-80 microns l'un de l'autre.
Et donc il y a des effets, en dehors de cet effet de blocage très élémentaire que je vous ai décrit, il y a des effets de propagation qui amplifient le phénomène et empêchent les photons de se propager indépendamment s'ils sont trop proches. Des variantes de cette expérience montrent d'autres effets spectaculaires d'interaction. En particulier, ils ont, dans une expérience récente, montré qu'on pouvait changer le signe de l'interaction et fabriquer des milieux dans lesquels deux photons, on va avoir tendance à se grouper, à former un état lié de photons sous l'effet donc, de l'interaction avec un milieu atomique dans lequel des atomes sont portés dans le niveau de Rydberg. Alors, je n'ai pas le temps de discuter de tout ça, mais je vous donne simplement sur ce dernier diapositive quelques références. Il y a une référence très complète sur la transparence induite électromagnétiquement dans Reviews of Modern Physics, datant déjà de quelques années. Donc, dans cette référence, il ne parle pas du tout d'atomes de Rydberg, je pense. Et puis, il y a eu récemment quelques articles théoriques sur le blocage Rydberg combiné à la transparence induite électromagnétiquement. L'article de Gorshkov, que j'ai déjà mentionné, et un autre article que je vous donne ici. Et quant aux expériences de TIE combinées au blocage Rydberg, je vous en ai déjà donné une. Il y a un papier déjà datant de 3-4 ans par Pritchard et autres, et le papier sur les photons qui s'attirent dans un milieu non linéaire, qui est très récent. Donc vous pouvez, à partir du cours que je vous ai donné là, peut-être essayer de comprendre ce qui se passe dans ces expériences. Et donc je vais conclure le cours de cette année en vous disant donc que ce phénomène de TIE combiné au blocage Rydberg permet de réaliser des expériences d'optique non linéaire au niveau du photon, un peu analogue à celles que l'on peut faire en électrodynamique en cavité, mais cette fois-ci sans cavité, ce qui rend les systèmes peut-être plus simples à manipuler. On peut ainsi préparer et étudier de nouveaux états collectifs du rayonnement dans lesquels se manifestent de fortes interactions entre photons qui se propagent dans la matière sous forme de polaritons. Et bon, je n'ai pas insisté là-dessus, mais c'est évident que la physique des atomes froids est essentielle pour cela. Il y a eu des expériences d'atomes de propagation de lumière lente dans des vapeurs à température ordinaire, mais c'est plus difficile, les effets sont moins spectaculaires. En particulier, l'effet Doppler peut limiter fortement la condition de formation d'état noir. Et le fait qu'il n'y a pas d'effet Doppler dans les atomes froids aide beaucoup. Et le fait qu'on peut réaliser de grandes densités optiques sur de très faibles distances est également très utile. De façon plus générale, je pense vous avoir montré que la physique des atomes de Rydberg a vraiment connu un renouveau au cours des 10 dernières années lorsqu'on l'a combinée avec la physique des atomes froids et que ça ouvre des perspectives intéressantes. Bon, pour l'information quantique, bien que, et je veux insister là-dessus, toutes les portes et tous les dispositifs qu'on a pu démontrer en principe sur ces systèmes ont des fidélités qui sont loin d'être satisfaisantes pour faire vraiment de l'information quantique. On montre de façon qualitative que les opérations de logique quantique peuvent se faire, mais il reste beaucoup d'effets perturbatifs et d'effets qui limitent la fidélité. Peut-être de façon plus utile et plus intéressante, cette physique permet d'explorer de nouveaux états exotiques, états de la matière. Je pense en particulier à l'expérience sur les cristaux de Rydberg de la semaine dernière, dont je vous ai parlé la semaine dernière, et des états exotiques du champ électromagnétique, si on peut étudier donc ces états où les photons interagissent fortement entre eux. Et en dehors des cours, je pense que les séminaires de cette année ont donné plusieurs exemples intéressants du développement de cette physique, non seulement dans les domaines que j'ai décrits dans le cours, mais dans d'autres domaines également. Et je vous invite donc à assister au séminaire de Sébastien Glaise qui va suivre ce cours. Et ce séminaire sera bien entendu en français, à moins que tu aies changé d'avis depuis. Bon, donc merci, et donc à tout à l'heure. On va reprendre dans 10 minutes.